Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Votre expertise militaire va nous être très précieuse ce matin alors que Vladimir Poutine a fait cette déclaration. Cette nuit, le président russe propose à Volodymyr Zelensky de discuter directement à Istanbul, Russes et Ukrainiens face à face. C'est une première depuis 2022. Vous retenez quoi de cette proposition de Vladimir Poutine? Il est en train de bouger ou alors c'est une diversion à nouveau? Il faut faire attention parce que un théâtre d'opération peut rapidement devenir un théâtre d'illusion, tellement le camouflage est important. Et là, aujourd'hui, on a une réponse immédiate de Vladimir Poutine à la proposition qu'a faite hier seulement la coalition des volontaires. Un ultimatum même? Un ultimatum, mais par contre, il ne répond pas à l'ultimatum. C'est-à-dire qu'il inverse la proposition de la coalition des volontaires. Les pays européens et américains disaient cessez-le-feu immédiat à partir de ce lundi, 12 mai, et pendant ce cessez-le-feu, on discute des conditions de sortie de la guerre. Et Poutine répond non, pas de conditions préalables, on discute des conditions de sortie de la guerre, et après, il pourrait y avoir un cessez-le-feu. Donc, on voit bien qu'on est proche d'un accord, mais la fumée n'est pas encore blanche. Mais quand même, le fait qu'il s'exprime, alors qu'on l'a vu gonfler les muscles vendredi, mais il y a ce voyage des Européens à Kiev, il y a le Conseil de l'Europe qui parle d'un tribunal spécial. Est-ce que c'est quand même la preuve qu'il se sent sous pression, le fait qu'il s'exprime si tôt? Ça veut dire surtout que la négociation est très avancée. Et que, en fait, Donald Trump, à qui je reproche tout, mais a une détermination extraordinaire sur le sujet, à trouver un accord. Attention, pour Donald Trump, c'est une affaire quasi personnelle. Il a mis ses affirmations électorales de « je suis le président le plus puissant de l'histoire des États-Unis » dans le fait qu'il arriverait à stopper cette guerre. Je rappelle qu'il est en échec à Gaza, ou au Proche-Orient. C'est une catastrophe ce que fait Benyamin Netanyahou avec son autorisation. Et là, en Ukraine, il veut déboucher. Pour lui, c'est crucial de déboucher et il n'a jamais renoncé alors qu'il discute avec Vladimir Poutine depuis début novembre. Mais justement, il y a une forme d'enthousiasme chez lui. Il a réagi, Donald Trump, il a dit que c'était potentiellement un grand jour pour les Russes et pour les Ukrainiens. Il est beaucoup plus enthousiaste que la réaction d'Emmanuel Macron à la descente de son train revenu de Kiev. C'est ce qui est un petit peu inquiétant. C'est que Trump estime déjà qu'il a gagné et qu'il a trouvé un accord alors que le deal n'est pas encore formé puisque pour l'instant les deux propositions sont quand même inversées. Il est probable, en tout cas souhaitable, que le deal se fasse très vite parce que les Russes de Poutine nous ont habitués à nous emmener, à nous enliser dans une discussion sans fin. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire à Istanbul, d'ailleurs qu'évoque Vladimir Poutine aujourd'hui en disant mais en 2022, on avait commencé à discuter en Turquie d'un accord et qu'évidemment c'est la faute des Ukrainiens que ça n'a pas débouché. La réalité, c'est que Poutine peut vous parler pendant des mois des conditions profondes, des racines profondes de cette guerre, alors que c'est lui qui l'a déclenchée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en amont de cet ultimatum des Européens et des Américains, il y ait eu une pression militaire, une pression... comment il a été préparé? Ou est-ce qu'ils ont discuté même avec les Russes? La pression a été très forte. La pression la plus visible, celle qui est publique, c'est sur les sanctions douanières et financières qu'adore Donald Trump, puisque le business, c'est vraiment son sujet. Mais en réalité, Trump a aussi exercé une pression militaire, sans le dire. Notamment, on se souvient que juste avant la grande cérémonie des 80e commémorations de la victoire contre le nazisme à Moscou, il y a eu des dizaines de frappes sur le territoire russe contre des entreprises qui sont très importantes pour l'industrie de défense russe. Ces frappes n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation américaine parce qu'en réalité, les Russes ont été obligés de replier une partie de leur système de défense antiaérienne pour protéger Moscou. Seuls donc, les Américains... ukrainienne, tout à fait. Pilotée par les Américains? Seuls les Américains sont capables de cartographier les trous et les lacunes dans le système de défense solaire russe et d'indiquer aux Ukrainiens par où il faut faire passer les drones pour arriver à toucher ces cibles qui, normalement, sont protégées aussi. Donc, Trump envoyait un message implicite à Vladimir Poutine. Vladimir, arrête. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que sur le terrain militaire, c'est peut-être beaucoup plus contrasté que ce que veulent dire les Russes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il dit on n'a aucun intérêt à signer un cessez-le-feu puisqu'on avance à un rythme soutenu. C'est de la pure propagande ou il a un peu raison? Alors, quand on est en négociation,
tous les arguments servent en fait à la discussion. Donc les positions de principe des Russes affirmant qu'ils n'ont peur de rien ou s'affichant avec le président chinois pendant la cérémonie à Moscou, c'est une démonstration, une forme de défi vis-à-vis de Trump, de lui dire mais tu as vu, on a quand même des alliés très puissants, on n'a pas forcément besoin de toi. Xi Jinping est juste derrière lui, on le voit dans le champ de Exactement. la caméra. Et qui pendant 3 jours est à Moscou, comme s'il voulait bien montrer la relation forte qu'ont les deux pays. On se demande même si en réalité c'était pas une forme de baroud d'honneur vis-à-vis des ultras en Russie, de leur dire, vous avez vu, on est dans une situation de force, alors que la guerre en Ukraine est un échec militaire pour Poutine. Il n'a aucune victoire à fêter. 3 ans de guerre, des victimes par centaines de milliers, des dégâts en centaines de milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il a gagné? L'année dernière, en 2024, 0,7% du territoire ukrainien. Justement, l'état des lieux là, à date, quel est-il? Chacun revendique évidemment des avancées. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que l'armée russe a l'avantage sur l'armée ukrainienne parce qu'elle est un peu moins épuisée que l'armée ukrainienne et surtout qu'elle a plus de bras. Mais ça veut dire qu'elle avance toujours? Oui, elle avance toujours. Mais elle avance à un pas de fourmi. À la vitesse à laquelle elle va, il lui faudrait un siècle pour conquérir l'Ukraine. C'est inimaginable. Et surtout, ça ruinerait, bien sûr, l'Ukraine, mais surtout la Russie. Donc, en fait, la Russie, aujourd'hui, militairement, n'a pas les moyens de soumettre l'Ukraine. Et l'Ukraine, elle n'est pas au bord de l'effondrement. L'Ukraine, elle n'est pas au bord de l'effondrement. Elle pourra peut-être pas résister éternellement. Non, mais elle pourrait résister en l'état, elle peut résister pendant des années. Et donc, on est dans une véritable impasse militaire dans la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'aucun des protagonistes ne peut avoir l'espoir de gagner dans un temps raisonnable. Ça veut dire que, par endroits, les Ukrainiens progressent et les Russes régressent, ou globalement, c'est quand même une avancée russe partout? En réalité, l'avantage est clairement à la Russie d'un point de vue militaire. D'ailleurs, c'est eux qui bombardent l'Ukraine au quotidien et ils grignotent le terrain, mais à une vitesse beaucoup trop lente et surtout avec des pertes tellement énormes que ça coûte trop à l'armée russe pour pouvoir espérer justement soumettre l'Ukraine. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens à ce stade, alors qu'ils ne manquent pas d'armes, mais de renvoyer les Russes chez eux. Donc on voit bien cette impasse militaire. Il faut trouver une solution diplomatique pour sortir de cette guerre. Guillaume Ancel, vous restez avec nous dans un instant. On va évoquer cette coalition des volontaires, de ce qu'elle pourrait faire, ces pays, dont la France, qui veulent aider l'Ukraine à se protéger en cas de cessez-le-feu. On évoque tout cela après le fil info à 8h40. Diane Ferchit. Un sapeur-pompier entre la vie et la mort en Haute-Savoie, grièvement blessé, percuté lors d'un rodéo urbain. Une tentative d'homicide abject selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place. Le principal suspect est un jeune homme de 19 ans défavorablement connu de la justice, d'après le ministre, et dont le permis de conduire a été suspendu il y a moins d'un mois après avoir été contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Des négociations directes et sans conditions préalables entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce que propose cette nuit Vladimir Poutine. Discussion dès le 15 mai à Istanbul. Le dirigeant russe qui ne répond pas à l'ultimatum des Européens et des États-Unis. C'est un premier mouvement, mais pas suffisant, estime Emmanuel Macron. La France se donne 3 mois pour mobiliser ses partenaires européens en vue d'un accord contraignant les réseaux sociaux à vérifier l'âge des adolescents qui les utilisent. Déclaration de la ministre déléguée chargée du numérique, Clara Chapaz, dans la Tribune dimanche. Les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est non, dit-elle. Peu de perturbations aujourd'hui sur les rails. Plus de 9 TGV sur 10 circulent malgré la grève des contrôleurs en ce week-end de pont du 8 mai. Selon le syndicat Sudrail, la mobilisation des grévistes très forte hier devrait baisser aujourd'hui. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, William Guécosta. Et Guillaume Ancel, l'ancien officier, petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est votre dernier livre, ça s'applique presque, cette peur de se battre. Visiblement, les pays de la coalition, si on peut dire, ne l'ont pas. On a besoin de votre lumière, en tout cas, pour comprendre. Déjà, en cas de cessez-le-feu, les Européens ont dit dès lundi, on peut l'assurer. Ça veut dire qu'elle est prête à être activée, cette coalition, déjà ? Oui, en fait, quand la coalition s'est rassemblée à Kiev hier, elle avait emmené plusieurs de ses chefs d'état-major. Pourquoi ? Parce qu'elle a un plan militaire derrière le plan politique. Un projet politique de dire on va stopper la guerre en Ukraine n'a pas de sens s'il n'y a pas un outil militaire pour le stabiliser. Et la coalition de volontaires qui rassemble publiquement, en tout cas affiché, 33 pays, dont la plupart des pays européens, mais aussi l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, disent nous sommes prêts
à participer militairement à un déploiement de forces pour garantir l'Ukraine libre à partir du moment où on se sera mis d'accord sur une ligne de démarcation. Je dirais qu'aujourd'hui... Ça, c'est pas lundi. Quand on parle du cessez-le-feu de lundi... Non, ça n'est pas la même chose. Lundi, le cessez-le-feu, c'est littéralement on stoppe de tirer, on stoppe de bombarder. Les armes se taisent. On discute d'un accord et dans cet accord, on aura à former, à tracer une ligne de démarcation qui ne peut pas être la ligne de front aujourd'hui parce qu'elle est totalement biscornue. Elle serait absolument, indéroulable. Et donc, il faut arriver à se mettre d'accord sur une ligne qui séparera demain la partie envahie par la Russie. Mais on surveille. Poutine n'a pas envie de commencer à se mettre d'accord. Simplement, mais pour lundi, s'il y avait cessez-le-feu lundi, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Mais l'idée, c'est la surveillance américaine, c'est le renseignement américain qui surveille. On n'a pas besoin d'un déploiement de force pour surveiller un cessez-le-feu. Le déploiement de force, il est nécessaire à partir du moment où on s'est mis d'accord sur une ligne de séparation. Et là, c'est pour s'assurer que la Russie, comme nous y a habitué Vladimir Poutine, ne dise pas quelque chose de la main gauche et fait exactement le contraire de la main droite. Je rappelle que la veille de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine affirmait que jamais il n'envahirait l'Ukraine. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Donc la ligne... le cessez-le-feu de lundi, ça consiste juste à dire est-ce que tout le monde s'est bien arrêté de tirer ? Et ça, on le surveille avec les satellites, avec les systèmes de surveillance et avec les drones. Ça suffit largement. Ça, on a les moyens de le faire, nous les Français aussi, au-delà des Américains, de surveiller cette ligne de front avec nos satellites, nos moyens de renseignement à nous ? Non. Seul le système de renseignement américain est assez puissant et complet pour pouvoir surveiller l'ensemble de manière cohérente. Les Français, les Britanniques ou les Allemands n'auraient les moyens que de surveiller une pièce du puzzle. Et c'est d'ailleurs là toute la faiblesse en fait, des armées européennes. Ce n'est pas leur manque de moyens, c'est le fait que leurs moyens soient dispersés entre autant de pays. Les États-Unis sont indispensables pour appliquer un accord de paix en Ukraine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Européens ont habilement manœuvré avec Donald Trump pour s'assurer que les États-Unis restent. Peut-être qu'ils n'auront pas d'hommes au sol, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir le soutien américain, en particulier en termes de renseignement. Vous dites les États-Unis, donc c'est encore l'OTAN, finalement. On ne le dit pas, mais... Absolument. Mais c'est l'OTAN avec un autre nom, puisque on sait que Poutine nous fait un sac chaque fois qu'on parle de l'OTAN. Il a même essayé de faire croire pendant la cérémonie du 9 mai qu'il se défendait contre une agression de l'OTAN, alors que je le rappelle, l'OTAN c'est un club de défense. Mais en fait, la coalition des volontaires, ça n'est ni plus ni moins qu'une OTAN renouvelée avec des membres en moins et des membres en plus. Mais la Turquie, par exemple, qui est un membre très important de l'OTAN, est bien sûr membre de la coalition des volontaires. Et justement, pour garantir ce cessez-le-feu, s'il y en avait un, on dit qu'on intervient, qu'on enclenche cette coalition. Un plan militaire, par nature, c'est plutôt secret, mais à quoi ça ressemblerait exactement dans les grandes lignes, ce plan ? En fait, il est connu puisque Trump l'a mis sur la table de l'OTAN depuis décembre dernier, en disant « voilà ce que je veux que vous prépariez ». Donc les pays de l'OTAN le savent très bien. Ça consiste à envoyer une force d'au moins 50 000 hommes qui n'a pas besoin d'être massée sur la frontière, qui est juste présente en Ukraine, mais qui est assez puissante pour pouvoir envoyer le message à l'armée russe. Si vous vouliez remettre la marche avant, vous vous attaqueriez non pas à l'Ukraine, mais à une coalition de pays. Et là, vous ne pourriez pas le faire. Vladimir Poutine n'avait pas dit qu'il ne tolérerait pas des présences extérieures sur le sol russe, certes, mais ukrainien aussi, non ? Poutine ne veut pas en entendre parler parce qu'effectivement, s'il y a une telle force, il ne peut plus attaquer l'Ukraine. Et c'est là où on voit bien que cette force est indispensable. C'est celle sur laquelle Poutine a le plus essayé de négocier avec Donald Trump pour l'empêcher d'arriver. Pourtant, Poutine oublie de dire que sur son territoire, il y a une armée étrangère, l'armée nord-coréenne, et qu'un de ses principaux fournisseurs aujourd'hui en armement, c'est l'Iran. Donc je ne vois pas à quel titre il pourrait dire « moi je suis autorisé à venir avec une forme de coalition pour envahir en plus l'Ukraine. Par contre, vous ne pouvez pas faire la même chose. » Donc c'est juste une question de est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'enfin on lui impose la seule chose que connaisse Poutine, c'est la force. Guillaume Ancel, en cas de cessez-le-feu, en cas de négociation, si on s'oriente vers la paix, on sait que Volodymyr Zelensky lui a toujours refusé catégoriquement de céder une partie du territoire ukrainien. On voit qu'Emmanuel Macron, dans une interview à la télévision polonaise vendredi dernier, lui parle de possibles concessions territoriales. Comment on peut concilier les deux ? Comment on peut arriver à la paix quand on voit que personne n'est d'accord sur rien quasiment ? En fait, Volodymyr Zelensky a compris, quand il a été humilié par Donald Trump à Washington, qu'il n'avait pas les moyens de résister et que de toute façon, il ne pouvait pas gagner cette guerre.
Par conséquent, il a parfaitement admis, même si c'est officieux aujourd'hui, qu'en cas d'accord, il ferait des concessions territoriales très importantes, en commençant par la Crimée. C'est donner définitivement la Crimée à la Russie ? Mais bien sûr. Alors, il ne dira pas définitivement, ils trouveront un argutie juridique pour dire que actuellement, mais... Comme les régions de l'Est qui ont été annexées, qui sont absolument, selon les Russes. En fait, la vraie question, ce sera d'arriver à tracer une ligne, encore une fois, de séparation, de démarcation entre les protagonistes qui soit claire. Mais ça se passe comment ? On va négocier champ par champ, ville par ville Non, en fait, on négocie sur des cartes et on essaie de trouver des points de repère, ou plutôt des lignes qui ne sont pas contestables. En général, on fait comme pour les frontières, on essaie de trouver de temps, ces des négociations rivières. On sait que nous-mêmes, nos frontières françaises ne sont pas totalement fixes à certains endroits des siècles après. Tout à fait, mais en fait... comment dire, ce ne seront pas les limites administratives des régions que revendique la Russie, puisque ça leur ferait un gain terrible. Mais typiquement, les Ukrainiens veulent récupérer la centrale nucléaire de Zaporijjia. Aujourd'hui, elle a été conquise par les Russes. Donc, pour récupérer la centrale de Zaporijjia, ils devront donner un morceau de terrain que les Russes jugeront intéressant, et encore une fois, de rétablir une ligne de frontière qui soit traçable, qui soit compréhensible sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la ligne de front, c'est une espèce de ligne tortueuse que personne ne peut suivre. Merci à Guillaume Ancel pour votre précieux décryptage sur cette situation en Ukraine et cette proposition de Vladimir Poutine de discussion directe entre Kiev et Moscou à partir de jeudi à Istanbul. Je rappelle que vous êtes ancien officier. Votre dernier livre, Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Et vous écrivez sur votre blog, ne pas subir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bérangère Bonte pour cette interview.